Bien, merci d'être revenu parmi nous. On va donc passer à la restitution des ateliers. On va faire un petit changement de programme. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par l'atelier 2, qui devient presque l'atelier 1 du coup. Donc je vais demander, alors après la photo souvenir, je vais demander donc au docteur Philine Nguyen et au professeur Philippe Michel de nous rejoindre sur scène pour parler de partenariat de santé et formation en lien avec la prévention et la promotion de la santé. Madame, monsieur, c'est à vous. Donc, bonjour, avec professeur Philippe Michel, nous avons animé, avoir l'opportunité, en fait, animer l'atelier 2. C'est le partenariat de santé et formation, prévention et promotion de la santé. Nous avons 3 présentations. L'ordre a été changé, mais c'est un petit problème technique et nous sommes vraiment désolés auprès des intervenants et auprès des participants de notre atelier. Donc, la première présentation, c'est implantation du partenariat patient professionnel de santé auprès des étudiants de santé de presse. Et voilà, avec une présentation binôme, Julie Smith et Nowen Inizan Keru, c'est un patient partenaire référent à l'université. Elle nous présentait en fait 2 ans, retour après 2 ans d'expérience. Là, c'est une forme de partenariat, c'est vraiment, c'est vraiment dans le cadre de formation. C'est-à-dire qu'en fait, le partenariat professionnel et patient partenaire pour préparer en fait nos futurs professionnels de santé, voilà, qui permettent en fait de préparer peut-être après, avec ces formations qui permettent de nous de développer en fait tous les projets patients partenaires. En fait, c'est un facteur réussi avec beaucoup de facilitateurs grâce à ces formations. Dans la présentation, parce que ça va être un duo, dans la présentation de cette première expérience, donc vous l'avez compris, hein, c'est comment on organise des formations pour les différents cycles des étudiants de santé. En fait, on a vu 2 choses assez saillantes qui surviennent, c'est-à-dire qu'effectivement, quand les patients interviennent, ils entrent dans un cadre qui n'est pas forcément préparé à l'université pour les accueillir. Vous savez que chacune des facultés sont derrière le doyen, il y a un cadre administratif qui est là et qui n'est pas forcément très, très ouvert, on l'a entendu, à la participation de patients partenaires et encore plus interrogatif sur la rémunération de patients partenaires. Après, ce qui était assez patent, hein, elles étaient toutes les 2 jeunes, hein, on a bien apprécié le fait de voir qu'il y a des patients partenaires qui sont très jeunes et elles ont plein d'idées. C'est-à-dire qu'en dehors des cours qui sont à organiser de façon je vais dire statutaire, elles veulent organiser aussi des temps plus informels avec les patients, entre les patients et les étudiants. Donc ce n'est pas encore fait, mais je trouve que ça a vraiment de l'intérêt. C'est-à-dire qu'il faut sortir un peu du cadre, même quand on est à la faculté, sortir du cadre pour emmener les étudiants sur d'autres terrains et avoir un peu de décalage. Je vais présenter la suivante parce que Philine est vraiment trop impliquée, des liens d'intérêt. Donc ça a été une présentation par Pauline Garcia et Olivier Ziegler sur l'organisation d'un DU, PEPS, donc qui est à destination de patients et de soignants. Et qui a pu, là aussi chose intéressante, bénéficier d'un financement de l'ARS pour que les patients puissent s'inscrire, payer les frais d'inscription des patients. Et on sait bien que pour les professionnels, la plupart du temps, en tout cas pour les hospitaliers, c'est la formation continue qui paye, hein, c'est pas de leur poche. Voilà. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la vision des choses qui étaient présentées par tous les 2, qui était de se dire finalement, le but final d'une formation comme ça, c'est de réviser ses propres compétences psychosociales. Je trouvais cette synthèse finalement assez pertinente, avec une formation DU qui est centrée sur un cheminement, nous a bien expliqué Pauline Garcia,
cheminement, c'est-à-dire que quand j'arrive, je ne sais pas trop à quoi je m'expose en faisant ce DU. Je vois bien que je peux être associé dans mes soins sans trop savoir, et puis petit à petit, c'est un cheminement pour aller jusqu'à la perception et à l'implication en tant que partenaire. Et la dernière? La dernière, donc du coup, là, ce n'est pas dans le cadre académique, mais c'est une formation de patients ressources en cancérologie qui est initiée et puis réalisée par la Ligue contre le cancer, présentée par le secrétaire général du comité 54. Cette formation des patients, c'est-à-dire qui vient des patients atteints de cancer, qui forme les patients en deux types. Les patients ressources parcours, ce sont des patients qui sont vraiment intéressés dans le parcours de soins des patients, c'est-à-dire qui participent avec les équipes soignantes pour accompagner les patients ou les proches dans les soins, dans la vie quotidienne, dans toutes les démarches administratives. Et le deuxième type de patients ressources sont des patients ressources témoins. Et là, on voit qui rejoint en fait l'expérience de l'équipe de Brest, c'est le patient ressources témoins qui intervient dans toutes les formations des professionnels de santé pour sensibiliser en fait, pour raconter le vécu, sensibiliser en fait leurs futurs professionnels. C'est une expérimentation et maintenant qui est déjà finie et normalement qui va continuer de travailler sur un autre type, le patient qui s'intéresse aux enfants atteints de cancer, c'est-à-dire qu'il va mettre en place une formation pour les parents ressources, BACO ou parents ressources témoins. Voilà, j'espère que j'ai résumé et puis Philippe qui va vous présenter en fait des points un peu en général qu'on se retrouve en commun et puis des points particuliers sur les trois présentations. Oui, on a voulu, au-delà de la description, être un peu plus synthétique. La première chose, c'est que quand même, vous l'avez vu, parmi ces trois exposés, il y en avait deux qui étaient en duo, patients et professionnels. Alors, donc, finalement, on peut dire qu'effectivement, c'était bien trois parcours, enfin trois expériences de formation, donc trois regards croisés avec des choses qui sont quand même très différentes, une association de patients, une formation académique, et puis la structuration d'un programme d'application des patients dans les formations d'une faculté. Si on avait voulu couvrir le champ des possibles, on aurait été on l'aurait déjà un petit peu. Ah, mais c'est Philine qui me... Donc les points communs, d'abord, c'est que dans toutes ces formations, c'est une cible mixte, toujours. Donc les personnes participant à ces formations sont toujours patients et professionnels. La construction a été mixte et les interventions, donc des formateurs, sont aussi mixtes, patients et professionnels. Alors, évidemment, il y a des différences sur les formats. La formation des patients qui... par la Ligue contre le cancer, c'est 2 fois 2 jours, donc quelque chose d'assez opérationnel et d'assez rapide, alors qu'un DU, par construction, c'est quand même 100 heures, c'est 100 heures ou plus. Le financement des patients intervenants, c'est très divers, c'est-à-dire que soit c'est passé au travers de la réponse à un appel à projet qui a permis d'avoir de l'argent pour faire de la formation et donc qui a permis de financer. Mais on voit bien que c'est quand même des plans B, tout ça. C'est pas pérenne, on ne peut pas inscrire ça dans la durée. Le financement des patients intervenants sous la forme de vacations, comme on finance des professionnels qui interviennent dans des formations sous la forme de vacations, c'est pas si évident que ça. Donc là aussi, il y a vraiment des marges de progrès sur le sujet. Et puis il y a dans la Ligue, on n'en a même pas parlé, mais je suis à peu près sûr que c'était des patients qui étaient bénévoles. L'éligibilité dans ces formations passe par des modalités différentes. C'est relatif aux différents formats qui existent, de la lettre de motivation seule jusqu'à, pour la Ligue contre le cancer, donc il y a d'abord une rencontre avec un psychologue pour rentrer dans le parcours de patients, soit père aidant, soit
donc en formateur. Les modalités de validation sont très différentes, mais dans tous les cas, on n'a jamais parlé de QCM et de... et voilà. Et les modalités aussi sont les modalités de suivi, lorsqu'on appelle des alumni à la fac, en fait, sont aussi différentes. C'est-à-dire le seul qui nous ait parlé de ça, c'est la Ligue contre le cancer, avec donc envisager un suivi par un psychologue. Encore une fois, c'est peut-être spécifique à la pérédance en cancéro. Ça serait à suivre. En tout cas, ça n'a pas encore été réalisé. Donc c'était dans les perspectives. Et puis, les compétences visées, en revanche, sont relativement similaires, hein, des capacités relationnelles, des capacités de collaboration, ça c'est les points communs. Donc de réviser ces compétences psychosociales ensemble. J'ai bien aimé la formule « le devenir autrement soi-même ». Je trouve que c'est une belle formule qui caractérise effectivement ce type de formation. Et puis, c'est aussi des compétences d'apprentissage réciproque. Voilà, je crois que c'est la dernière diapositive, hein, si vous me le confirmez. Voilà, oui, pardon. Donc, voilà, si on a pu en quelques mots faire un retour sur ces différentes modalités de formation, et on voit bien la variété qui existe. En synthèse, finalement, je pense que demain, il y en aura encore plus, et des acteurs qui vont encore se positionner, notamment parce quand ils vont comprendre qu'il y a un marché derrière. Et on voit bien que des sociétés voilà, de services vont aussi se positionner. Donc aujourd'hui, si il y a des remarques, et non des moindres, de personnes non négligeables qui se disent « mais comment on va réguler ce marché ?» La question reste très très ouverte. Je pense que c'est devant nous une question qui va se poser. Très bien, merci. Je crois qu'on peut les applaudir pour la restitution. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques. Apparemment non. Je propose qu'on enchaîne tout de suite avec l'atelier numéro 3, du partenariat de soins au partenariat de santé dans les territoires. J'appelle donc à me rejoindre sur scène messieurs François Canaple, Alexis Vervial, uniquement. Et c'est déjà pas mal, comme vous le dites. C'est à vous, messieurs. Bien, bonjour. Donc moi je suis François Canaple, je suis donc patient expert au niveau du diabète et autrement je suis patient partenaire au CHRU et je suis aussi représentant des usagers au CHRU et dans l'hôpital de Remiremont dans les Vosges. Alors je précise un petit peu mes fonctions tout simplement parce qu'il est ressorti aussi dans les ateliers la nécessité d'être très, très précis sur le vocabulaire et la difficulté de s'entendre sur un vocabulaire commun. Moi, pour ma part, je pensais que c'était acquis et on s'est rendu compte qu'il y a encore un flou artistique dans les dénominations qui pose des problèmes dès qu'on commence à évoquer quelques sujets que ce soit. Donc, nous allons parler du partenariat de soins. Donc, si on peut passer la diapo suivante. Il faut appuyer, il ne faut pas appuyer. Oh là là. D'accord. Alors, nous avions trois intervenants. Trois interventions plutôt, un projet collaboratif pour l'adaptation d'un programme d'éducation thérapeutique en néphrologie, c'était le premier, qui a été présenté donc par l'hôpital de Nancy, le CHRU, et qui est en partenariat avec le France Rhin-Lorraine. Un autre sujet qui était le partenariat patient professionnel de la théorie à la mise en place à l'hôpital, c'est donc un projet qui a été présenté par le Luxembourg. Et c'était les hôpitaux Robert Schuman du Luxembourg qui ont donc toute une élaboration et toute une construction qui se fait sur le partenariat avec des patients professionnels, avec des spécificités au niveau du Luxembourg qu'on verra tout à l'heure. Et puis la pérédance professionnelle au GHU de Paris, qui est un petit peu différent, puisque c'est aussi une des particularités parisiennes avec les arrondissements et autres. Donc il y a une ventilation sur le territoire et une mise en place de pères aidants professionnels, mais on est dans la pathologie psychiatrique, donc il y a quelques éléments différents par rapport à d'autres pathologies, puisque notamment il y a la notion de père aidant, puisque le patient lui-même n'est pas toujours en capacité de se représenter. Donc les pères aidants sont très importants, y compris les pères aidants familiaux, qui sont aussi une notion nouvelle
qui intervient dans ce domaine. Donc, au niveau de la suivante. Alors, les acteurs, si vous voulez, si vous voulez, quels sont les acteurs partenaires de projet? Donc, pour le projet collaboratif, eh bien, pour la néphrologie, c'était donc principalement l'Altis, qui est donc installé sur Nancy, Néphrolore et France Rhin, Lorraine. Et cette co-animation existe depuis 2012. Par contre, là, c'est un projet qui va beaucoup plus loin, puisque c'est un projet notamment qui prend en compte les prises en compte du patient, mais d'une façon tout à fait alternative. Et là, on a bien vu toute la difficulté. Alors, ça a été une intervention qui a été particulièrement intéressante, parce qu'on a vu aussi les limites du système, puisque là, dans les propositions qui sont faites aux patients, c'est donc une proposition qui relève de l'accompagnement. Et de l'accompagnement qui va quand même avec une finalité morbide. Donc, c'est toute la difficulté. Et même s'il y a volonté incontestable du groupe de travail d'intégration des patients, on a vu aussi la difficulté pour les patients, y compris pour des patients ressources, j'allais dire blanchis sous le harnais, qui connaissent déjà bien le sujet. Mais là, on est tellement au bout de la réflexion que quand on doit aborder sa propre démarche personnelle, son propre vécu, sa propre histoire, et que la finalité est la mort, c'est vrai que c'est beaucoup plus délicat à aborder. Et là, on se rend bien compte qu'on est à la limite de ce qui est possible, y compris psychologiquement, par rapport à la participation des patients. Alors, les choses se mettent en place, elles se construisent progressivement, mais on sent qu'il faut que les choses mûrissent et que ce n'est absolument pas simple. Le partenariat patient, la paire aidance plutôt au niveau de Paris, là c'est donc la spécificité parisienne avec les arrondissements, et là la démarche est clairement professionnelle. Donc on recherche des paires aidantes professionnelles pour accompagner, mais on est dans le système effectivement de la psychiatrie. Donc c'est le territoire Île-de-France. Et puis le partenariat patient professionnel du Luxembourg. Alors là, il y a les patients partenaires, mais la démarche a été construite davantage dans une démarche organisationnelle et la volonté, si vous voulez, des hôpitaux Robert Schuman, et les patients partenaires ont été invités à participer à un moment donné, mais n'ont pas réellement participé à la co-construction. Alors, le système luxembourgeois est un petit peu différent de nous. Il semble y avoir des lourdeurs administratives aussi assez difficiles à surmonter. Et pour l'instant, ce qui bloque, ce sont les statuts. Quel statut donner aux patients intervenants? Comment se protéger et les protéger juridiquement? Et la démarche avance, mais on sent bien toute la complexité administrative qu'il y a derrière. Donc l'échelle du territoire, eh bien, incontestablement, au niveau de la néphrologie, c'est une échelle qui est régionale, puisque c'est l'hôpital de référence régional. Il y a un gros travail qui est fait avec les médecins de ville et les ACPTS, et la problématique est vraiment importante, puisque tous les, si vous voulez, les professionnels de santé et les professionnels, alors PR, je ne sais plus, excusez-moi, les atteintes de l'âge, c'est redoutable, dites-moi tout. PR, patients ressources. Voilà, c'était tellement évident que je ne l'avais pas vu. Voilà. Et donc, les patients ressources, avec les difficultés que je vous ai soulevées tout à l'heure. Pour la paire aidance professionnelle au GHU, c'est le GHU et les arrondissements. La problématique, c'est de développer un réseau de paires aidants dans le cadre d'un statut professionnel, j'ai déjà dit. Et pour le partenariat patient professionnel, c'est donc la ville de Luxembourg et les hôpitaux. La nécessité de développer une culture de partenariat, là, on l'a ressenti très fortement. Parce que c'est un ressenti, mais avec toutes les difficultés qu'il y a derrière quand il faut le mettre en place dans une institution. Et la problématique, c'est les contraintes juridiques, je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, en quoi l'action et le projet est transposable? Au niveau de la néphrologie, c'est une maladie existante au niveau national et incontestablement, elle est transposable, mais avec, à chaque fois, il faut prendre en compte les réalités locales. La paire aidance au niveau du GHU, c'est vraiment un problème un petit peu parisien dans la construction, mais c'est certainement transposable dans d'autres villes. Pour ce faire, il faut vraiment qu'il y ait une
politique qui soit très affirmée au niveau de l'organisation du centre hospitalier ou du groupement qui le met en place, sinon ce n'est pas possible. Et ce qui est mis en place, c'est vraiment la construction d'un cadre salarial et la mise en place de moyens pour permettre une montée en compétences. Alors, il y a eu une intervention d'un père aidant à distance et on sent bien la volonté de s'impliquer. On sent bien aussi toute l'évolution qu'il a dans son statut et la prise en compte qu'il a eue que simplement la connaissance de sa maladie et autres, de la maladie ne suffit pas et que ça lui demande un effort de formation et il le dit lui-même, les apports qu'il fait, il en retire autant que ce qu'il apporte et c'est quelque chose qui lui permet aussi à lui-même de se construire. Au niveau de la constitution de partenariat, c'est donc vraiment l'application du système de Montréal qui a servi de base de départ. Et donc, la difficulté actuelle, c'est la validation d'un cadre de référence par rapport à ça. On y va. Voilà. Alors, on a donc au niveau des moyens et des ressources, au niveau de Nancy, c'est l'organisation du CHRU avec la prise en compte des constructions régionales. Au niveau de la pérédance, c'est un soutien et un financement de l'Île-de-France. Les postes sont pris en compte par les établissements sanitaires et le projet d'établissement, c'est d'embaucher au moins un père aidant par pôle au GHU, donc soit environ 20 pôles. Au niveau des partenariats patients professionnels, c'est la mise en place d'un comité de soutien au développement composé de professionnels de santé, de patients et d'un binôme patient-pro de coordination. Alors ça, c'est quelque chose qui est ressorti très fortement dans la présentation, c'est la qualité du binôme qui va faire la qualité de l'intervention. Sur les collaborateurs, donc, sont vraiment engagés à développer une culture du partenariat et eh bien, il faut ensuite effectivement recruter des patients partenaires, pas forcément sur sollicitation, il faut aussi qu'il y ait une volonté des deux côtés qui s'installe. Et les intervenantes ont aussi beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait impérativement penser au bien-être des patients partenaires de façon à assurer dans la durée. Alors, nous avons souhaité faire une petite conclusion générale. Ce qui ressort, c'est vraiment la différence entre les pays ou les régions. Chacun a des spécificités. Il n'y a pas de modèle calqué ou de solutions miracles qui sont possibles. Il est vraiment à chaque fois nécessaire de prendre en compte chaque critère et spécificité du territoire. Si l'on veut développer le partenariat de santé dans les établissements, indispensable d'être porté par la politique de l'établissement. Et puis d'un établissement à l'autre, on ressent que les attentes vis-à-vis du patient sont très différentes. On va du simple patient témoin à une intégration plus poussée, et ce, dès l'origine et la construction du projet. Et puis, les patients, quel que soit leur degré d'implication, restent des patients avec leur fragilité, et donc il est nécessaire de s'appuyer sur les associations de patients de façon à ce que des solutions de remplacement soient possibles pour assurer la pérennité des interventions si à un moment donné le patient n'est pas en capacité de faire face, notamment pour des raisons de santé. Voilà, ce fut un travail très riche. Il va y avoir d'autres interventions, mais moi ce que je voulais dire pour terminer, c'est que là, incontestablement, on a la semelle qui est posée du mur, on a les briques, on a le ciment, on a le sable et on a l'eau. Maintenant, comme ils disent les jeunes, il n'y a plus qu'à. Alors, faisons. Merci, messieurs. On enchaîne avec l'atelier numéro 4. Alors, je n'ai pas la liste, mais ce n'est pas grave, je vais la retrouver. Voilà, partenariat de santé et e-santé, un levier pour le système de santé, point d'interrogation. Pour y répondre, le professeur Marie-Pascale Pommet et le docteur Philippe Böhm. Très bien, bon, on a effectivement co-animé cet atelier au sujet de la e-santé, du partenariat et e-santé. On n'a eu que 2 présentations, nous, donc on a eu le temps de discuter. La première
était intitulé « Éducation thérapeutique du patient à l'ère numérique, une révolution dans l'accompagnement des patients et leurs proches aidants, une démarche partenariale ». C'est l'équipe à la fois de l'UTEP, du service de néphrologie qui a présenté. Et puis la deuxième présentation, c'était la télémédecine, donc un vecteur de reformulation de l'accès à la santé dans les territoires, qui nous a été présentée par Ophélie Gilles, qui est responsable d'action à Imeuse Santé, et qui aurait bien aimé quand même, je crois, elle devait être accompagnée. Mais elle a vraiment fait une très très belle présentation. Mais elle a fait une très belle présentation toute seule et c'était parfait. Ouais. Donc en fait, il s'agissait de deux projets avec beaucoup de descriptions sur la construction du projet. Pour la deuxième présentation, on détaillera un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc on a essayé de répondre aux questions et on va en même temps dérouler ce qu'on a entendu dans chaque communication. Alors déjà les acteurs, pour la première communication, donc qui concerne la construction d'une plateforme de IETP, éducation thérapeutique du patient, les acteurs, ils étaient nombreux. Les associations de patients ont été sollicitées dès le départ, les équipes du CHU, l'UTEP bien sûr, les équipes de néphrologie, l'équipe qui dispense l'éducation thérapeutique ainsi que le soutien et l'expertise d'un réseau régional qui s'appelle Néphrolore. Il y a également donc l'industriel qui est en charge du développement numérique, et puis les CHU qui est très, très soutenant tout ce qui est e-santé dans le projet médico-soignant pour les années qui viennent. Je peux continuer peut-être, moi? Oui. Donc, les acteurs. Donc dans l'étude 2, c'était très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ça là, sur Imeuse. Donc Imeuse, c'est un consortium qui permet vraiment d'avoir un regroupement à la fois de personnes dans le domaine des technologies, mais aussi au niveau universitaire. Donc c'est la capacité de pouvoir évaluer différentes solutions numériques qui pourraient apporter un bénéfice pour le patient. Donc c'est ça, on vous a cité ici quelques-uns des membres, ou en tout cas des personnes qui ont travaillé sur le projet qui nous a été présenté, puisque Imeuse faisant des évaluations, là il nous a été présenté qu'un seul projet, celui de la téléconsultation. Et ce projet-là donc a impliqué Pulsi, Decra, Scalen, Medtrux, Medis, et l'Université de Lorraine a comme mission de réaliser une évaluation scientifique donc, des projets qui sont soumis à Imeuse. Alors, si je puis me permettre, oui, je rajouter aussi qu'il y a derrière aussi beaucoup de financeurs. Non, c'est après qu'on en parle. C'est après qu'on. Non, mais là, tu vas. Pardon. Comme ce sont les acteurs, je oui, te permets. Ça, y a les financeurs. Mais c'est vrai, on va y revenir, notamment pour. Alors, l'échelle d'application des projets, elle est régionale. Pour le CHU, comme les patients, notamment sur la partie néphrologique, viennent de toute la région, voire au-delà, le périmètre, c'est la région Lorraine. Oui, alors pour notre projet aussi, c'est le deuxième, là c'était aussi régional, mais comme on va vous le dire dans quelques instants aussi, il y a des collaborations qui sont faites avec les deux autres territoires santé qui ont été financés dans le cadre d'un appel qui avait été réalisé au niveau de la France. Et donc, même si ce qui nous a été présenté était sur la région de la Meuse, il y avait quand même aussi des collaborations avec le territoire de Strasbourg et le territoire de Lorient, donc qui ne travaillent pas exactement sur les mêmes problématiques, mais qui ont des liens qui les unissent par l'intermédiaire des sujets qu'ils traitent, c'est-à-dire la santé. Alors, en ce qui concerne le sujet, la thématique abordée dans ces projets, sur la IETP au CHU, c'était de proposer, d'ailleurs la réflexion avait démarré un petit peu avant la crise Covid, mais évidemment elle s'est renforcée depuis la pandémie. Donc c'est comment proposer pour certaines situations de l'éducation thérapeutique à distance, ou avec les outils du numérique, en complément, je tiens, les auteurs ont insisté là-dessus, en complément
des séances d'éducation thérapeutique mises en œuvre en présentiel. L'idée, c'était aussi, et les auteurs se sont rendus compte que le projet a permis en quelque sorte de revitaliser certains contenus, puisqu'il a fallu quand même travailler sur la transposition en numérique des outils, des contenus, des méthodes pédagogiques également. Et dans le cadre donc de Imeuse, comme je l'expliquais, c'est un consortium qui permet de permettre aux acteurs locaux de proposer des solutions numériques. Il y a un jury qui est présent pour pouvoir sélectionner certaines de ces innovations. Et à partir de là, on va réaliser cette évaluation sur 3 ans. Et en suivant une démarche très rigoureuse, donc d'abord de tester sur un site et un échantillon de patients la faisabilité de la solution qui est proposée, et ensuite, si cette étude de faisabilité fonctionne, de le mettre à un autre niveau pour être capable de pouvoir développer des données probantes. Et donc dans le cadre du projet qui nous était présenté, comme je vous le disais, c'était un de ceux qui avait été sélectionné et qui portait sur la capacité de mettre des cabines, moi je ne connaissais pas le nom, des chariots, je trouvais ça très drôle, des chariots de téléconsultation dans différents lieux, comme par exemple chez les pharmaciens ou autres. Donc c'était un exemple parmi d'autres qui sont réalisés par Imeuse. Alors, est-ce que les 2 projets en construction ont répondu aux attentes? Alors, sur le projet IETP, oui, puisque les auteurs, l'équipe est partie des besoins des personnes qui ont été interrogées. D'ailleurs, les patients partenaires, certains ont co-construit, mais dans la continuité là, depuis 2 ans, l'outil. Alors, en revanche, et là on était un petit peu frustrés, c'est que pour l'instant, en pratique courante, la plateforme n'a pas été utilisée. Alors, il y a un groupe de patients qui a vraiment participé à la faisabilité, à l'accompagnement pour la numérisation des outils. Il y a eu l'aide aussi d'un pédagogue en numérique. Donc, c'est très excitant, ce qu'on a vu, ce que j'ai pu voir par ailleurs, parce que j'ai vu d'autres slides sur le projet. Le déploiement, ça devrait être plutôt deuxième semestre 2024. On est assez pressé de voir comment ça va se passer. Alors, il n'y a pas que pour la néphrologie, et notamment la greffe rénale. Il y a aussi un projet là, qui est un petit peu moins mature sur la mucoviscidose enfant. Et puis dans le cadre des maladies rares, donc les maladies intestinales chroniques bénignes, là aussi il y a toute une construction qui est en cours. Ça, c'est un programme de TP qui existe mais qui est jeune, et ça sera certainement facilitant pour le transposer sur la plateforme d'IETP. Dans le cadre de l'étude 2, il y a une évaluation qui va porter sur la capacité de cette innovation à répondre aux attentes. On a cru comprendre, en tous les cas, avec la présentation qui nous a été faite, que ça répondait vraiment à un besoin dans le milieu, mais on n'a pas eu des chiffres complètement, comment on pourrait dire, transparents pour nous dire comment c'était vécu à la fois par les personnes qui utilisent la téléconsultation et ceux qui offrent cette téléconsultation à distance. Donc peut-être qu'on peut avancer pour les moyens et les ressources. Voilà, donc on y vient aux moyens. Donc, alors, sur le projet IETP, il y a beaucoup d'appui des tutelles, l'ARS, la région. Il y a des fonds européens qui participent. Évidemment, le CHU Nancy investit beaucoup. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a énormément de séances de préparation, de construction. Il y a 7 groupes de travail, un avec les patients, avec les groupes techniques, etc. Donc voilà,
des gros moyens, un investissement, mais qui est, on en est tous convaincus, qui permettra de développer dans la pratique courante. Et donc pour l'étude 2, là aussi, quand même, un financement intéressant venant donc des fonds d'innovation français, avec un fonds européen aussi en soutien. Il y a la région Grand Est qui a été aussi sollicitée, l'assurance maladie et la Banque des territoires. Donc pour votre information, il y a 24 quand même territoires d'innovation qui ont été financés au cours de ces dernières années. Et comme je le disais, 3 plus particulièrement dans le domaine de la santé. J'ai posé la question de savoir de quelle façon ces 3 territoires santé collaboraient ensemble. Et effectivement, il y a des réunions régulières pour être capable d'échanger sur les pratiques et de voir de quelle façon ils peuvent au mieux répondre aux besoins des personnes et des intervenants. Donc oui, ça c'était vraiment intéressant. Puis les moyens et ressources, pareil, là il y a une structure de gouvernance quand même qui est assez claire, plein de comités qui permettent d'aller chercher tous les différents acteurs dont on a parlé, qui étaient quand même assez, comment on pourrait dire, assez nombreux, et chacun avec une spécificité. Donc ça demande quand même une coordination non négligeable de tous ces acteurs en fonction de l'étape dans laquelle on se situe dans l'évaluation. Alors qu'en est-il des résultats ou des effets? Alors je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Pour l'instant, l'utilisation de la plateforme IETP dans le cadre du programme pour les greffés rénaux, c'est pas encore effectif. Pour autant, à chaque étape de construction, il y a eu, avec les patients, des évaluations, des outils, de la faisabilité, des procédures numériques. Donc, à ce stade, il y a une vraie construction de projets en partenariat avec les patients. Attendons de voir les effets à l'avenir. Eh bien, c'est intéressant. Il y a quand même eu 4500 consultations qui ont été faites. Là, je me souviens plus trop. Ça fait 2 ans à peu près l'évaluation. Oui. Oui, elle n'est pas encore terminée. Donc, effectivement, on va arriver à un chiffre plus important que ça. Comme je le disais, il n'y a pas de résultats patents actuels qui ont été présentés. Puis, je me demandais aussi s'il y avait quand même une évaluation économique ou un retour sur investissement du travail, de la technologie qui était proposée. Et il semble que non. Donc, ça pourrait être intéressant quand même à rajouter pour s'assurer, en tous les cas, qu'il y a un retour et que ça ait vraiment une véritable valeur pour le système. Et enfin, en termes de transposabilité, alors moi je suis un peu subjectif. Pour moi, l'éducation thérapeutique fait partie du soin, est intégrée au soin. Donc oui, il y a un besoin. Il y a un besoin parce que les distances, les déserts médicaux, les difficultés de transport. Donc pour venir en présentiel, que ce soit pour les soins ou des séances d'éducation thérapeutique, il y a un vrai besoin. En plus, oui, il faut qu'on conserve une qualité. Donc, il faut une qualité dans le contenu, dans la transposition des outils. Et il y a une spécificité au numérique. Et puis, dans le contenant, c'est-à-dire que l'outil soit accessible, qu'il n'y ait pas de difficulté en termes de littératie du numérique aussi. Donc il y a tout ça dont il faudra tenir compte. Cependant, vu comment cette plateforme est construite, je pense qu'on est sincèrement sur la bonne direction, et aussi pour partager avec d'autres acteurs du territoire local, régional, voire grande région. Moi, j'ai trouvé quand même que l'idée d'avoir un consortium au niveau d'une région pour évaluer les technologies était vraiment excessivement intéressante. Et puis le modèle pourrait facilement être transposable à d'autres régions. Ça m'a fait penser au Québec. On a des unités d'évaluation des technologies dans les CHU. Puis par exemple aussi, la chaire que j'ai en évaluation des technologies peut être aussi sollicitée pour ce genre de choses, pour vraiment faire des évaluations de technologies avant qu'elles soient vraiment mises à niveau. Puis ça, c'est en relation aussi avec l'INES. Donc j'aimais bien, je trouvais que le modèle était vraiment intéressant. Puis en plus là, il est au niveau plus de la première ligne aussi. Donc c'est vraiment de se rapprocher aussi des technologies qui peuvent être intégrées à ce niveau-là. Et là, je me demandais aussi comment on pourrait finalement créer des ponts avec les agences régionales de santé.
qui sont quand même un rôle dans le financement après de ces technologies, et puis comment on pourrait vraiment créer des communautés de pratiques justement en lien avec le fait que... Parce que ça, on pourrait apprendre de ce qui s'est passé au Québec, là, parce qu'il y a de temps en temps des unités qui refont un peu le boulot de l'autre, là, donc d'éviter qu'on refasse tous la même chose, donc de faire en sorte comment on pourrait se répartir aussi l'évaluation des technologies en fonction des différents lieux. Donc là, je trouve qu'il y avait des belles leçons et des belles perspectives aussi pour la suite. Et ce qui nous a été aussi quand même rapporté, c'est tous les problèmes de modèles de financement actuels de ce type de réalisation de téléconsultation, donc avec des financements par les professionnels de la santé qui ne sont pas encore au rendez-vous par rapport à la prestation qui est offerte. Ce qui soulève aussi la grande question de l'organisation des soins tout court. Donc, et enfin, la dernière question, c'était dans chacun des projets, la participation des patients partenaires. On l'a déjà évoqué juste avant. Dans le premier projet, dans cette construction de la IETP, les patients partenaires étaient présents à chaque étape, dès les premières, et notamment pour tester à chaque étape tous les outils, toutes les procédures. Donc effectivement, on fait pas pour le patient, on fait avec le patient partenaire, même pour ce type de projet. Et puis pour Imeuse, il y a vraiment une belle collaboration avec Asso Santé qui est vraiment présent à la fois dans la gouvernance et qui est impliqué à toutes les différentes étapes de réalisation du processus d'évaluation d'une technologie, à commencer bien sûr par la sélection de la technologie qui va être évaluée et ensuite bien sûr sur toute la démarche de réalisation de l'évaluation et de l'analyse des résultats et des recommandations. Évidemment, on a demandé est-ce que des usagers utilisant la téléconsultation étaient aussi intégrés dans les projets. Oui, c'est ça. Là, c'est la téléconsultation, mais un autre type de technologie. Et pour l'instant, la chose n'est pas faite, mais ça a été suggéré, comme quoi ça pourrait être aussi pertinent d'aller dans cette direction en complément de ce qui est proposé par Asso Santé. Très bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. On conclut avec l'atelier numéro 1, s'il vous plaît, sur les partenariats de santé et coordination territoriale des acteurs du parcours. Mesdames, ça va arriver. Attendez, ne touchez à rien. C'est ce qu'on appelle les aléas du direct. On en profite, on se présente. Alors moi, c'est Sylvie Rossignon, je suis la médecin généraliste dans une maison de santé, présidente de la CPTS de la métropole nancéienne et puis présidente du DAC 54. Moi, je me présente, d'autant que je ne suis pas au programme, Esther Minerel, coordinatrice régionale de France Asso Santé, donc qui travaille sur la défense des droits et des intérêts des usagers du système de santé. Et Cécile Fournier, chercheuse en santé publique et en sociologie. Sinon, on peut commencer comme ça. Alors, il y a un petit problème avec le PowerPoint, peut-être. On peut le faire comme ça. Peut-être attaquer sans, oui, pour le débuter, puis si ça revient... Donc, du coup, nous, au sein de notre atelier, on a travaillé au partenariat de santé et coordination territoriale des acteurs du parcours. Donc, on a eu 2 présentations extrêmement intéressantes et extrêmement différentes, que ce soit par le territoire, par l'échelle du territoire et par les méthodes qui étaient utilisées. Le premier projet a été présenté par l'AFD 29 et l'équipe de responsabilité populationnelle, donc, qui a travaillé sur une meilleure prise en charge des personnes diabétiques de type 2 sur le territoire de Cornouailles. Donc, Jean-Claude Riot, président de l'Association française des diabétiques, est intervenu, et Anne Cariot, infirmière coordinatrice en parcours de santé, dans le cadre du projet de responsabilité populationnelle.
Et puis sur la deuxième présentation, donc c'est un travail qui est mené au Luxembourg, la construction du modèle luxembourgeois du partenariat patient, donc avec état des lieux et perspectives, sachant que sur le territoire du Luxembourg, il y avait peu de choses, en tout cas peu de choses coordonnées qui existaient. Je vais avoir un peu plus de mal à aller plus loin sur les slides. On a tout versé dans les slides comme on pouvait, alors du coup, on est un peu démunis. On a fait ça à 4. C'était deux modèles très différents parce qu'il y en a un qui était porté par une association qui reprenait le flambeau après avoir une rupture de financement, soutenue par la FHF et l'hôpital local. Et l'autre, c'est une structuration à partir des hôpitaux. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Sinon, on va peut-être vous donner directement l'ordinateur sur votre vitre. Oui, parce qu'on n'est pas obligé de projeter, effectivement. L'ordinateur est occupé. Ça marche? Ah, ça y est. Là, ça a l'air d'aller. Voilà. Quel suspense. Très bien, du coup, slide suivante. Voilà. Sur votre gauche, il faut... Voilà, c'est tout bon. Voilà, donc là, ce sont les deux communications que je vous ai déjà présentées. Il faut juste que vous bipiez de l'autre côté. C'est pas instinctif, merci. mais le témoin est là-bas. Voilà. Ouais. Parfait. Donc, par rapport aux différents acteurs et partenaires du projet. Donc, tout d'abord, pour le travail mené au Luxembourg, les initiateurs, donc c'est la Fédération hospitalière du Luxembourg, avec des centres hospitaliers publics et privés du territoire. Et pour l'initiative autour du diabète, donc c'est l'Association française des diabétiques du département 29, et l'équipe donc de responsabilité populationnelle financée par la FHF. Au niveau des partenariats, finalement, on est sur des partenaires assez similaires sur ces deux projets d'envergure totalement différentes. Donc, évidemment, avec les patients associations, sachant qu'en France, on a bien vu sur le modèle français que les choses étaient beaucoup plus instituées et installées, alors qu'au Luxembourg, on parle plutôt d'initiatives assez isolées et peu coordonnées. Donc, c'était un peu la différence entre ces deux modèles. Les professionnels de santé et des services sociaux, forcément, les fédérations hospitalières, l'ensemble des établissements de santé, mais aussi d'autres professionnels, vu que l'idée de ces deux projets, c'est d'aller au-delà du soin, vraiment de l'acte technique du soin, mais vraiment dans le bien-être du patient et du patient avec sa maladie. Donc ça dépasse forcément les professionnels de santé. Donc en allant sur les professionnels de ville, sur également l'ensemble des professionnels médico-sociaux. Et sur le projet autour du diabète, il y a également eu un partenariat avec l'Éducation nationale pour aller vers de la promotion de la santé et pas uniquement sur du dépistage et de l'accompagnement. Ça te traverse pas peut-être? Peut-être, pourtant elle n'est pas épaisse. Est-ce qu'on peut passer la diapositive? Merci. Excusez-moi. Du coup, quelle est l'échelle territoriale et de quelle façon la problématique territoriale a été abordée? Donc, sur le territoire de Cornouailles, on se concentre sur le sud du Finistère. Et il y avait un certain nombre d'actions qui étaient déjà mises en place, mais des actions qui avaient perdu un petit peu en vitesse parce qu'ils avaient notamment moins de financement. Donc, cette opportunité d'expérimentation dans le cadre des projets de responsabilité populationnelle, ça a été une opportunité de continuer à répondre aux besoins en dehors des soins des patients qui étaient identifiés par la FD29 et par les professionnels de santé, donc suite à un arrêt du financement. Donc, en gros, des choses étaient mises en place par l'Association française des diabétiques,
qui avait perdu un peu de vitesse à cause de financements qui ont pu être différents ou suspendus. Et du coup, dans le cadre de ce projet, non seulement l'AFD est reparti sur sa dynamique, mais du coup a pu collaborer avec l'ensemble des acteurs du territoire, du coup pour proposer des choses beaucoup plus complètes et encore plus appropriées aux attentes des patients et des usagers en général sur ce territoire. Sur le territoire du Luxembourg, donc c'est l'ensemble d'un pays, même si c'est un petit pays là qui est concerné. On a précisé également que l'ensemble des habitants du Luxembourg sont concernés, mais potentiellement par la suite des patients transfrontaliers, parce que de par la configuration du Luxembourg, il y a énormément de patientèle qui viennent finalement des territoires limitrophes. Et puis là, on est sur la construction, donc ce qui est pas peu ambitieux, hein, la construction vraiment d'un modèle, d'un nouveau modèle à installer sur ce territoire. En quoi ça répond aux attentes avant? Là, oui, c'est ça. Du coup, je te passe la main. Ouais. Alors, je prends la suite. Donc, la diapo est comme elle est. Je vais essayer de vous l'expliquer plutôt. En quoi ça répond aux attentes? Alors, on a, dans le territoire de Cornouailles, Sud-Finistère, en fait, ça a permis de mettre en place des actions, donc des séances d'éducation thérapeutique, comme l'a dit Esther, des actions de prévention, de promotion de la santé, et de répondre à des besoins qui n'étaient pas couverts en fait de qualité, ou des questions autour de la qualité de vie, du maintien en activité des personnes auxquelles le système de santé ne répondait pas. Ce que ça a apporté également, c'est la création d'une entité qui devient visible, qui devient un espace relais, un espace ressource. En fait, c'est un maillage qui devient existant, qui devient mobilisable pour d'autres acteurs et qui lui-même peut aussi, en son sein, mobiliser des personnes. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait que c'était vraiment l'association de patients qui identifiait des besoins et qui disait, pour répondre à ce besoin, nous, on aimerait faire intervenir une diététicienne, on aimerait faire intervenir un assistant social. Donc il y avait finalement ce lieu ressource qui permettait d'aller piocher des contributeurs pour répondre à ces besoins. Ce qu'ont expliqué aussi les présentateurs de cette expérience, c'est que ça améliorait à la fois la santé et la qualité de vie des personnes, qu'il y avait des apprentissages pour les soignants, et que du coup, ils devenaient capables d'une meilleure prise en charge et de répondre à des questions auxquelles ils n'auraient pas su répondre avant. Et puis, que ça rendait aussi le métier de soignant plus attractif en redonnant du sens à la pratique. Ce à quoi ça ne répondait pas, c'est peut-être lié au manque de ressources, notamment du côté des patients, qui ne peuvent pas se multiplier davantage, qui ont des ressources limitées, qui n'arrivent pas forcément qui ne sont pas forcément nombreux pour répondre à tous les besoins. Et donc, un besoin d'aller vers les patients et les personnes qui est déjà en place sur les marchés, dans plein d'espaces comme ça, associatifs ou publics, mais il y aurait besoin d'en avoir. Ouais, le milieu du travail, voilà, il y a besoin d'aller. Ouais, donc toute la dimension aussi services sociaux. Il y a un énorme chantier en fait à explorer petit à petit. Et puis une question autour des systèmes d'information qui ne sont pas forcément toujours présents pour suivre précisément toute cette activité importante. Du côté du Luxembourg, il y a déjà la création d'une culture commune qui passe par un état des lieux qui est fait ensemble par des professionnels et des patients qui se réunissent très régulièrement dans des espaces paritaires en fait, où ils sont le même nombre. Et donc, il y a cet état des lieux qui est construit, qui débouche sur la création d'une plateforme d'échange, et puis une culture commune en fait, qui est à la fois entre patients et entre professionnels, mais aussi à l'intérieur de l'institution, qui se tisse. Et puis la proposition d'un modèle en fait, différent du modèle de Montréal, qui est considéré comme le top, et tellement difficile à atteindre qu'il faut déjà passer par des étapes intermédiaires. Et donc une proposition de modèle qui est très intéressante. Ce à quoi ça ne répond pas, ou pas encore complètement, c'est que c'est un changement de paradigme qui va être progressif et qu'aujourd'hui, il faut aussi convaincre l'institution et les politiques de changer de vision et d'attribuer des ressources dans ce domaine. Et alors, la question suivante, je suis allée dans le mauvais sens.
C'est ça? Oui, ça marche. Voilà, donc après, en quoi le projet est transposable? Alors, on a essayé de lister un certain nombre de points. Le premier point peut-être, qui n'est pas sur la diapo, c'est que ce qu'on comprend en fait, et qui est commun à ces deux projets, c'est que en fait, c'est un énorme travail qui demande patience, obstination. Et il y a une belle métaphore qui a été utilisée par l'équipe qui travaille sur le diabète, qui a dit qu'en fait, ce maillage, c'était une pelote qu'on déroule petit à petit, et un travail qui se fait de fil en aiguille, qui progressivement arrive à un tissage. Donc on a cette métaphore du tissu qu'on construit, qu'on a trouvé belle et très parlante. Ce qui est transposable, c'est que à chaque fois, ils sont partis d'un existant, de besoins, d'un existant, mais aussi de besoins identifiés. Donc soit des besoins portés par les personnes lorsqu'elles se réunissaient, notamment les patients, soit un gros travail de revue de littérature au Luxembourg pour identifier ces besoins et analyser cette littérature entre patients et professionnels. Ensuite, ce qui est commun et transposable, c'est qu'il y a des espaces de débat qui sont créés et qu'il y a une recherche de parité entre patients et professionnels, et que dans ces espaces se produisent des frictions, ça c'était un terme important aussi, et que c'est ces frictions en fait qui vont permettre de construire petit à petit, de se mettre d'accord. Donc voilà. Également un soutien institutionnel organisé qui est important et qui est transposable dans les deux. Un engagement bénévole aussi très important à souligner des patients partenaires, mais aussi une partie de travail bénévole qui est fournie par les professionnels. Voilà, je vais essayer de te passer la diapo dans le bon sens. Non, raté. Ouais. Merci. Donc on a essayé de lister les moyens, les ressources qui étaient mises en place sur le territoire. Et dans le Sud Finistère, il y a eu l'hôpital qui a embauché une infirmière qui est allée faire l'aller vers, qui est allée sur les marchés, qui est allée rencontrer les gens, faire de la promotion de la santé, dépister les patients, enfin les usagers, pour voir s'ils étaient atteints de diabète. Les bénévoles de l'AFD 29 sont très investis aussi. Ils disaient d'ailleurs que c'est souvent des retraités et que forcément on est limité par le nombre. La CPTS est un grand soutien aussi, ça a été cité. Et CPTS qui permet d'accéder aux libéraux du territoire à d'autres associations. Les infirmières Azalée aussi travaillent avec le dispositif. Les assistantes sociales. Et puis, ils ont progressivement construit leur parcours en faisant d'abord du dépistage promotion de la santé, ce qui les a amenés à vouloir faire de l'éducation thérapeutique, ce qui les a amenés à devenir territoire, enfin association de ressources, et ce qui fait que maintenant ils sont reconnus sur le territoire et on les appelle spontanément pour leur dire j'ai un patient, je voudrais qu'il fasse du sport, je vous l'envoie, et puis c'est l'association qui se débrouille pour trouver, pour envoyer dans la bonne direction. Et du coup cette association se trouve vraiment au carrefour pour ensuite pouvoir un jour faire un suivi plus approfondi des patients, avec ce problème donc du système d'information qui n'est pas encore là, mais qui pourrait très bien par la suite aider à ce suivi. Mesdames, je suis désolé, il nous reste 2 minutes. C'est bon. Pas plus. Alors, le territoire du Luxembourg, donc ils ont déjà fait cet état des lieux de l'existant. Donc, comme on disait, c'était une action qui était de nouveau. Hein, donc ça repose pour l'instant sur les hôpitaux et la FHL. Ils ont voulu construire en faisant une partie recherche scientifique et une plateforme patient professionnel aussi. Donc, c'est-à-dire ils font des binômes et un patient doit venir avec le professionnel de santé pour faire des formations, qui pour les patients, qui pour les professionnels de santé, pour ensuite se rejoindre et travailler ensemble au parcours de santé diabète.
Et donc, c'est un portage institutionnel, hein, comme vous avez entendu. Et puis, ils sont... je ne sais plus ce qu'on voulait dire avec cette dernière phrase. C'est malin. Comment ? En fait, tout comme en France et comme ailleurs, ils ont le même contexte de certification et d'accréditation des établissements de santé. Et plus on met en valeur ce type d'action de partenariat avec les patients, mieux ça vaut pour l'établissement. Donc, du coup, voilà. Ils surfent un peu sur ce levier-là. Très bien, merci. Désolé de vous avoir fait accélérer. Merci mesdames, merci à tous nos intervenants. La place maintenant à nos grands témoins pour cette synthèse de la journée. Je vous demande d'accueillir bien chaleureusement à nouveau Michel Deguise et Thomas Sagnier. Alors, Michel, on ne va pas tirer au sort cette fois-ci. On s'est dit que c'était moi qui commençais. Tout à fait. Merci. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des mosaïques. On a vu là aujourd'hui une mosaïque sur le partenariat. Ce n'est pas encore totalement structuré en termes de direction, de place, de territoire. Mais on a vu beaucoup de choses qui se font. Moi, mon impression de ma synthèse, je pense qu'elles sont assez complémentaires avec Michel et moi. Moi, j'ai parlé des conditions, des mises en œuvre, des conséquences et puis de petites choses qui grattent. Sur les conditions, il y a un enjeu qui a été rappelé par beaucoup de gens, il y a l'identification des besoins, tant sur le plan épidémiologique, et puis il y a des gens qui ont rajouté assez utilement, il y a le besoin des patients, et ça doit être travaillé ensemble, épidémio et besoin des patients réels, je veux dire, vivant avec des maladies chroniques, étant en situation de handicap, etc. Il y a un enjeu qui est un soutien infirmier, aussi si vous voulez, un soutien affirmé des gouvernances des établissements pour pouvoir établir une culture du partenariat et aussi l'importance de poser des valeurs et qui sont souvent d'ailleurs rattachées au principe de démocratie en santé. Une des conditions aussi, sans aucun doute, de ça, c'est dans les projets qu'ils soient organisationnels, c'est de créer des comités patients qui viennent accompagner ces démarches. Et puis que les patients soient intégrés dès le début du projet, pas au milieu, pas à la fin pour relecture, mais véritablement. Donc, besoin, valeur, soutien de la gouvernance, établir une culture du partenariat, création de comités patients, et initier et intégrer dès le début du projet. Et puis, enfin, mais c'est pour moi le plus important, une reconnaissance mutuelle des savoirs expérientiels patients et savoirs professionnels. Mais des savoirs expérientiels patients, c'est évidemment la condition sine qua non de pouvoir intégrer les actions de partenariat, ce qui n'est pas forcément simple pour des professionnels de santé. La mise en œuvre, avec au fond un principe et des objectifs majeurs, c'est le développement du pouvoir d'agir. Ça a été transversal dans l'ensemble des présentations, avec des mises en œuvre qui s'appuient sur, par exemple, le développement de communautés de pratique, qui permettent, au fur et à mesure qu'on met en place des projets de partenariat, d'avoir des rencontres patients, professionnels de santé, qui permettent d'avoir une action réflexive sur ce qui se met en place. Former au partenariat, c'est un point qui est aussi revenu de manière importante. Et accompagner le développement du partenariat par les équipes, ce qui pose le problème qui n'a jamais été évoqué, mais au fond, qui doit assurer le développement de cet accompagnement? Est-ce que c'est les équipes elles-mêmes qui sont en capacité, une structure tiers qui viendrait, ou quelqu'un de la structure qui prendrait cette posture de tiers? C'est un enjeu. Et puis, une très bonne initiative qui est celle, au fond, quand on développe des projets de partenariat au niveau organisationnel, mais aussi même pour des petits projets, une coordination patients, professionnels de santé ensemble, formant ainsi un binôme. Un point important, c'est que dans le cadre de cette mise en œuvre, il y a un élément, c'est que quand on est au niveau des établissements, il faut savoir distinguer le niveau stratégique, qui est au fond le cadre de référence à mettre en place, le niveau tactique, c'est l'expression luxembourgeoise, qui met en place l'accompagnement, et puis le niveau opérationnel dans les soins, la recherche, le handicap, etc. Tous ces éléments-là viennent, au fond, incitent à des actions d'aller vers, dans le dépistage
par exemple du diabète pour des populations, pour des actions d'éducation thérapeutique par l'identification des besoins des personnes, par de types d'actions d'entretien post-diagnostic qui se fait au sein du GHU de Paris, ou par exemple de l'IETP qui permettent, j'allais dire, véritablement de faire venir des gens qui étaient un peu éloignés, qui peuvent potentiellement sont un peu éloignés du système de santé. Des conséquences, voilà. Donc c'est rapide, hein, ne vous inquiétez pas. C'est d'abord, c'est que les projets de partenariat ils sont l'occasion d'identifier les besoins réels des patients et des usagers. C'est un premier point essentiel. C'est d'avoir des parcours de santé ou de soins qui sont retravaillés avec les patients. C'est aussi la création de nouveaux métiers, de père aidant, par exemple, professionnels. C'est le fait qu'on travaille dans différents domaines, l'enseignement, les soins, l'organisation des soins, et puis qu'une des conséquences, c'est que le partenariat dans les territoires, ça commence à avoir une réalité aujourd'hui. Il y a un enjeu sans aucun doute d'insuffler au niveau national, je pense, un soutien important, et ce sera peut-être l'une des conclusions finales du colloque. Puis il y a des troubles. Je vais juste les citer. Il y a eu parfois des troubles dans la définition des termes, même si c'était, je pense, plus sur l'enjeu du degré d'engagement que sur la réalité du partenariat. Il y a l'enjeu du statut des patients partenaires, de la participation des libéraux, avec des projets qui sont parfois trop hospitalo-centrés. Il y a le partage avec le secteur médico-social, qui est un vrai sujet. Et puis, il y a la nécessité que les patients partenaires viennent de tous les groupes sociaux, de toutes les dimensions sociales. Voilà. Puis moi, je terminerai, alors c'est absolument pas une critique, mais c'est comme une sorte de pied de nez, si ça se dit en français, je ne suis pas très sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de patients partenaires, mais il n'y a pas encore autant de projets en partenariat. Et donc, le modèle de Montréal a cette vocation de décrire, au fond, quels sont les degrés d'engagement dans le partenariat. Je pense qu'il y a un réel travail encore à faire, mais c'est bien, ça progresse au fil des années. Et grâce à l'ensemble de vos présentations, on a pu voir que ça progressait, et c'est grâce à vous. Merci. C'est difficile de clore une journée comme celle-là. Alors d'abord, je conclue en vous disant merci. Moi, je suis venue capter beaucoup d'éléments d'information ici, puis ce que je constate, c'est que ce qui était une bonne idée il y a 30 ans est devenu une innovation de rupture, puis là, on est en train de vouloir mettre ça à l'échelle avec le plus de succès possible. Donc, je vais essayer de peut-être synthétiser sur cet élément-là. Comment on peut mettre à l'échelle ce type d'approche partenariale qui est si importante. Ce que je retiens, moi, d'abord, pour la mise à l'échelle, je pense que ça va être fondamental de clarifier le vocabulaire. Moi, j'y vois encore une confusion. Puis quand on va s'adresser aux décideurs puis aux payeurs, à l'agent payeur, on aura tout intérêt collectivement à être le plus simple et cartésien possible et clair pour pouvoir bien capter leur attention. Ils ont une attention limitée dans le temps. Alors ça, pour moi, c'est important, la clarification du vocabulaire, puis pas trop être technocratique avec trop de définitions complexes, être simple, puis être direct sur les valeurs. Ensuite, l'importance de la formation. Ça m'a frappé aujourd'hui. Ça ne s'improvise pas, le partenariat de soins. Ça s'apprend. Puis la formation, mais pas seulement la formation, je pense qu'il faut mettre en place nos mécanismes de formation continue. Puis, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit aujourd'hui la montée en compétences. Alors, ce n'est pas une formation, ce n'est pas quelques heures de formation, c'est une vie de formation, je pense, qui va nous amener à créer ce partenariat-là avec toutes les qualités nécessaires. J'étais beaucoup impressionnée par ça, puis cette formation-là mutuelle, cette formation-là qui est un apprentissage en commun, le binôme, là, ça a été beaucoup répété aujourd'hui. Puis je pense qu'il ne faut pas se former chacun de notre côté, il faut se former ensemble, puis il faut apprendre ensemble. Puis je vais finir, je vais être brève, vous allez voir, par l'importance de la mesure. Alors Marie-Pascale, elle a mis ça sur la table.
Je pense que chaque fois qu'on a l'occasion d'apprécier la valeur, de la mesurer, de mesurer des résultats, de faire des appréciations économiques, vous avez ici des situations qui sont probablement hautement efficientes. C'est-à-dire que des interventions qui sont relativement peu coûteuses, de travailler ensemble, d'établir une culture de partenariat, mais qui se traduit par des résultats de santé importants, il faut être capable de le mesurer. J'ai l'air un peu plate quand je dis ça, mais c'est parce que ça, c'est la force de l'argumentaire pour la mise à l'échelle puis l'implantation large. D'être capable de démontrer des résultats. Fait que dans la mesure, il y a la mesure locale, c'est-à-dire est-ce que dans une approche réflexive d'amélioration continue, il ne faut pas assumer que ce qu'on fait, on le fait bien, il faut le mesurer pour s'y conforter, là, se rassurer, mais aussi la mesure des résultats à court, à moyen puis à long terme, parce qu'à mon humble avis, on a un cas qui va être efficient et qui, si on le montre bien. Donc, je fais un appel aux chercheurs, aux gens qui publient, qui partagent leurs informations et leurs résultats dans des revues qui sont revues par des pairs pour s'assurer qu'on puisse bien capter les données probantes puis les utiliser à des fins de décision publique. J'arrête là. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je crois qu'on peut les applaudir encore chaleureusement pour leurs interventions, leur attention tout au long de la journée. Je vais demander maintenant aux trois personnalités convoquées, entre guillemets, invitées plutôt sur cette scène pour conclure, pour les allocutions, décidément. J'aurais fait le lapsus tout au long de la journée. J'appelle donc le professeur Marc Braun, doyen de la faculté de médecine de Nancy, Madame Amélie Derotte, déléguée territoriale adjointe à l'Agence régionale de santé, et enfin Francis Bruno, directeur général adjoint du CHRU. Venez me rejoindre, Madame et Messieurs. Merci à vous trois. Professeur Braun, je vous propose peut-être de débuter, si vous le souhaitez, de vous installer tout d'abord. Et voilà, vous avez un micro. La parole est à vous. Oui, merci en tout cas de votre invitation. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion de vous écouter là depuis 40 minutes afin de tirer quelques conclusions, en tout cas quelques idées que le responsable de la formation, on en a parlé à l'instant, doit mouliner dans sa tête avec ses équipes afin de pouvoir finalement former la nouvelle génération des étudiants dont nous avons la charge aux enjeux que vous avez très bien résumés à travers les 4 ateliers. Alors, un certain nombre d'éléments me sont venus à l'esprit. Vous avez parlé, Madame, de formation continue. Je pense que ces notions de partenariat avec les patients et de projets partenarial construits avec eux sont des notions qui vous paraissent évidentes à l'aune de votre expérience, mais qui ne sont pas du tout intuitives pour des étudiants qui construisent leur identité de professionnels de santé. Et c'est à nous d'introduire ces notions comme quelque chose de naturel et non pas quelque chose de forcé par l'expérience. J'ai été, de ce point de vue-là, nous avons dans nos développements de la formation à la compétence un certain nombre de grands domaines dans lesquels ces partenariats pourront s'exercer, à mon avis, avec beaucoup d'astuces et surtout beaucoup de pertinence si nous voulons former une nouvelle génération différente de professionnels de santé, en tout cas pour ceux dont j'ai la responsabilité, c'est-à-dire en médecine, mais également les infirmières de pratique avancée avec lesquelles nous avons une véritable ambition de concourir à ce développement que vous avez bien décrit du parcours du patient avec de nombreux professionnels. Donc ça, c'était un élément important où finalement votre conclusion raffermit encore notre souhait de pousser dans cette direction-là. J'ai également été très intéressé par
l'influence du numérique en santé est quelque chose qui est devenu très banal. La génération actuelle vit dans le numérique. Nous avons à les rendre un petit peu plus, comment dire, à les rendre un petit peu plus avertis du tiers technologique, de ses avantages, mais aussi de ses limites. Ça a été bien décrit tout à l'heure. Et ces pratiques numériques conduisent ensuite à l'influence que nous devons aborder, qui est celle des algorithmes d'intelligence artificielle et la manière dont ils vont profondément influencer et la pratique professionnelle, mais aussi la formation de nos étudiants. Voilà, donc ce sont des enjeux qui sont vraiment importants. Il y a des grands modèles partout dans le monde et en France, les instituts universitaires qui sont financés à très haut niveau auront également ce rôle un petit peu formateur ou disruptif sur la transformation profonde du dépistage, d'abord de la prévention, puis du dépistage très précoce des premiers stades des maladies, et ensuite un suivi qui va finalement obliger à une profonde transformation de relations avec nos patients et leurs familles. Et enfin, je mesure pleinement, à travers les conclusions qui ont été tirées, les résultats des ateliers de cet après-midi, combien nous devons être encore plus souples dans les formats de formation, en tout cas dans la manière dont nous construisons l'ingénierie dans les études, que ce soit la phase initiale, mais aussi la phase d'éducation tout au long de la vie. Et la leçon qui consiste à dire nous partageons les expériences et nous nous formons mutuellement est un message extrêmement puissant à responsabiliser les patients dans la formation de leurs médecins, mais tout praticien qui est ici dans la salle sait qu'il a beaucoup plus appris de ses patients que de sa faculté. Merci. Merci, monsieur le doyen. Merci à vous. Je vous propose, Madame de Rode, qu'on poursuive avec vous. Je vous en prie, si vous voulez rejoindre le pupitre. Madame de Rode, donc déléguée territoriale adjointe de l'Agence régionale de santé. Alors, merci beaucoup. C'est vrai que je prends le pupitre parce que j'ai des feuilles volantes et je pense que je n'ai pas la stabilité du coup du professeur Braun. Donc c'est beaucoup plus simple pour manier après le micro en même temps. Alors bonjour à tous déjà. Je suis moi-même donc très ravie de pouvoir clore, en tout cas clôturer cette journée qui a été riche d'échanges. Et je voulais dans un premier temps féliciter l'ensemble des personnes là ici présentes pour la qualité et la richesse aussi des propos qui ont été échangés durant l'ensemble de cette journée. On a entendu des interventions avec des idées novatrices, tant dans les tables rondes de ce matin au final, que finalement aussi dans les groupes de travail qui ont été riches en réflexion. Alors, je voudrais aussi remercier avant tout aussi particulièrement le CHU de Nancy. Je le remercie d'avoir eu l'idée déjà de proposer un colloque international sur un sujet qui lie finalement les trois piliers de notre bien-être collectif, la citoyenneté, la santé et également le territoire. Et je le remercie de l'avoir porté donc, en partenariat avec de multiples acteurs. On voit tous les logos là, qui sont affichés, dont l'Agence régionale de santé Grand Est. Et ça a été mis en œuvre dans un esprit vraiment de collaboration, de co-construction et donc de partenariat. Et donc ça fait écho finalement à ce qu'on a évoqué ce jour sur le partenariat. Et c'est vraiment cet esprit de collaboration, d'écoute, d'entraide aussi entre plusieurs acteurs qui a été le fil rouge finalement de la préparation de ce colloque. Et donc il fait complètement écho au partenariat qu'il va falloir mettre en œuvre aujourd'hui au sein des territoires entre les acteurs de santé. Alors, l'Agence régionale de santé, elle est fortement engagée, elle, dans la prise en charge globale, coordonnée et complémentaire aussi des patients. Et l'un de ses rôles à l'Agence régionale de santé, c'est de pouvoir accompagner désormais les acteurs de santé à agir ensemble
et donc main dans la main à nos côtés, et aussi de prendre la mesure de pouvoir agir de façon partenariale et coordonnée. Alors, je vais juste revenir sur quelques points saillants là qui ont été explorés finalement aujourd'hui. Alors, on a discuté de l'importance d'une approche intégrée en santé et qui fait suite finalement à un constat d'un système de santé qui est à bout de souffle. Et ça, on l'entend souvent, nous, et vous-même aussi, vous en faites vous-même le constat. Et la particularité du système de santé français, il réside dans son caractère libéral, c'est-à-dire qu'il est basé autant sur la concurrence dans l'offre de soins et la liberté de choix pour les patients. Et qu'en conséquence de ce système un peu particulier, les prestataires de soins sont en compétition. Ils le sont pour l'attrait des professions et des professionnels de santé, et ça crée ainsi un système qui a du mal à coopérer. C'est ça aussi la difficulté des coopérations qui sont un peu bloquantes aujourd'hui. La coopération, elle n'est pas toujours souhaitée, et lorsque nous la souhaitons, nous ne savons pas toujours comment procéder. Et c'est là qu'on fait aussi appel à la méthode qui a été évoquée. Et moi-même, j'ai le souvenir d'une réunion entre les acteurs où l'ARS devait travailler à la mise en place de CPTS, donc on en a parlé ce matin à la communauté professionnelle de territoire en santé. Et la notion de coopération et de travail, finalement, était vraiment la base de la discussion qui était opérée avec l'agence. Et lors de ces échanges, il y a un professionnel de santé qui est intervenu en disant pourquoi se coordonner, car moi je connais finalement l'ensemble des acteurs de mon territoire. Alors oui, certes, mais comment nous pouvons tous avancer ensemble vraiment avec un partenariat et pas juste en connaissance finalement à essayer de trouver des solutions à des difficultés qui se posent sur le moment. Voilà, poser de la méthode, et ça a été évoqué par Thomas Sagnier ce matin, avoir de la méthode, c'est ce qui a été évoqué, et je le rejoins totalement, des choses qui soient solides et qu'on va pouvoir reproduire. Et pendant la crise Covid, si on y revient, finalement, on a tous fait le constat qu'il y a une coopération qui a pu émerger, et cette coopération qui a émergé, elle s'est produite parce que tous les autres éléments attractifs, finalement en particulier tous les éléments, tous les incitatifs économiques, avaient disparu. En fait, on a coopéré dans un monde un peu parfait où la seule contrainte, c'était de fournir des soins. Et on a développé également la e-santé. On l'a encore plus développé parce que c'était dans un contexte bloquant, dans un contexte sanitaire. Et à ce moment-là, on s'est dit comment aller toucher le plus de patients. Et c'est là aussi, finalement, on a pu se rendre compte que les partenariats, ça fonctionne. Et que d'un seul coup, dès qu'on remet des limites, ça fonctionne beaucoup moins. Alors, la période de crise, elle ne peut pas perdurer. Alors, même si on n'est quand même pas encore dans une période complètement propice et que tout se passe très bien sur le système de santé. Mais, par définition, la crise n'a pas vocation à durer et ce n'est pas la norme. Actuellement, on est donc dans une nécessité de coopération et on l'a entendu aujourd'hui. Donc, il est impératif pour nous, au niveau de l'ARS, d'adopter une approche différente de la santé en changeant de méthode avec une dynamique, finalement, d'innovation collaborative. Nous, au niveau de l'ARS, on joue aussi un rôle central dans ce changement. Et on œuvre au quotidien pour favoriser la démocratie participative, c'est-à-dire de mettre l'ensemble des acteurs de santé autour d'une table pour finalement atteindre un objectif commun. Alors j'en veux pour preuve les déploiements d'exercices coordonnés, par exemple, dans les difficultés dans les territoires ruraux, mais pas que. Chloé Blandin l'exposait ce matin, que les métropoles aussi étaient particulièrement impactées aussi sur des problématiques en santé, sur la médecine de ville. La mise en place des conseils territoriaux de santé aussi. La mise en place des CNR, les conseils nationaux de la refondation, et des CLS. Et les CNR, je vais y revenir, parce que les méthodes du Conseil national de la refondation, ils ont été parfois critiquées, et ça c'est vrai. Et en réalité, le potentiel d'un CNR à l'échelle d'un territoire, ça permet quand même aux acteurs, patients, usagers, élus, organisations, agences, associations, hôpitaux, établissements, enfin l'ensemble des acteurs en tout cas, de s'emparer des problématiques spécifiques de santé. Et ils trouvent eux-mêmes finalement des solutions sur des territoires. Donc on parle ici finalement de coalition d'acteurs.
Et ça, la coalition d'acteurs, c'est quelque chose voilà, qui est le mot actuel, c'est un peu le mot, en tout cas le sujet qui est majeur, pour faire de la coalition d'acteurs qui représente finalement pour nous l'avenir du système de santé. Mais alors, comment faire de la coalition d'acteurs? Parce qu'on parlait de formation tout à l'heure, de formation continue pour les professionnels, qu'eux-mêmes sachent comment finalement pouvoir collaborer. Alors nous, on met en place des DU, pour des formations continues, le DU PEPS par exemple, qui est mis en place. En tout cas, on appuie pour la mise en œuvre de ce type d'initiative. Mais nous, aussi administratifs, comment est-ce qu'on peut être formé finalement à la coalition d'acteurs? Parce que c'est pas simple pour les acteurs, mais c'est pas simple aussi pour nous qui devons finalement essayer de coordonner aussi l'ensemble des acteurs. Et ça, c'est un vrai sujet. Il y a un vrai changement aussi dans la vision. Et parce qu'on ne peut pas simplement compter sur une émergence spontanée de coopération. C'est-à-dire que les acteurs, la coopération spontanée, ça n'existe pas. Et finalement, c'est une approche qui n'a jamais fonctionné, elle ne fonctionnera jamais. C'est comme ça. Mais par contre, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons œuvrer et nous devons œuvrer ensemble, main dans la main, pour que les partenariats soient la règle désormais et non l'exception. On doit compter sur l'intelligence des acteurs du territoire, comme l'a évoqué André Bernet ce matin. On doit pouvoir mettre en place aussi et intégrer encore plus le patient, les usagers aussi dans nos réflexions. Et la collaboration entre professionnels de santé, élus, État, associations, patients, usagers, organisations, ça crée finalement une synergie qui va bien au-delà des frontières institutionnelles. Et cette synergie, on a pu le voir, parce qu'on a eu les exemples de pays qui sont nos pays voisins finalement ce matin, et qui montrent en effet que voilà, les autres nations s'en sont emparées, et c'est ensemble qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. On pourra atteindre des résultats ensemble qui vont dépasser finalement les attentes individuelles de chacun. On a un autre sujet complémentaire qui a été au cœur de nos discussions, c'est celui de la démocratie sanitaire. L'inclusion des citoyens dans le processus décisionnel, je l'ai déjà dit, ça concerne finalement, qui concerne leur propre santé, c'est une pierre angulaire d'une société éclairée et responsable. Il va être de notre devoir de créer des espaces finalement qu'on essaie de mettre en place et qu'on a déjà mis en place. Donc l'objectif, c'est pas de remettre encore des couches supplémentaires avec des autres coordinations. On prend l'existant, par contre, on utilise l'existant et on fait fonctionner l'existant pour moi. Et ça crée des espaces finalement où chaque voix est entendue, valorisée et prise en compte. Et ça, c'est important. L'ARS Grand Est, on a fait sa priorité, on l'a réinscrit dans le schéma régional de santé 2023-2028. Si on parle de la place des usagers, qui a été évoquée aussi tout au long de la journée, qui est une place essentielle, les expériences et les perspectives des individus qui utilisent les services de santé sont inestimables. C'est vrai que quand on inclut les patients dans la conception et la prestation des soins, on crée des systèmes plus empathiques, plus adaptés aussi aux besoins réels de ceux que nous servons. C'est donner une voix aux patients, le plaçant en tant qu'acteur de santé, comme l'a évoqué aussi le docteur Michel Deguy ce matin. Nous avons abordé la notion de responsabilité populationnelle également. C'est une notion clé. On partage une responsabilité collective envers la santé de nos concitoyens. Et c'est en travaillant ensemble, en effet, comme on l'a déjà dit, avec de la méthode, de façon responsable et engagée, qu'on va pouvoir atteindre un système de santé qui va être différent. On est en plein changement de paradigme et tout le monde doit se sentir responsable et uni pour mener à bien, en tout cas, un système de santé qui permettrait de prendre en charge les besoins de chacun. Donc en conclusion, on a la chance de faire partie d'un système de santé en pleine mutation qui est engagé finalement vers la création d'un avenir où la citoyenneté, la santé et le territoire s'entremêleront, je l'espère en tout cas, harmonieusement. C'est en continuant ces conversations, ces échanges, ce type de réunions que nos partenariats vont pouvoir se renforcer et on pourra aussi, en effet, tout en restant en tout cas fidèle à nos principes et à nos valeurs. Ça nous permettra de façonner un avenir qui sera plus serein, en tout cas sur le système de santé, et plus sain aussi, surtout pour tous. Accompagner le changement, c'est en tout cas le partenariat, et c'est vraiment ce que j'ai pu retenir en tout cas des échanges d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est les quelques réflexions qui ont pu m'inspirer finalement cette journée à vos côtés.
Et je souhaite en tout cas que les quelques mots finalement que j'ai pu prononcer là actuellement vous aient enrichi. Et je vous le dis très sincèrement, moi, en tout cas pour ma part, vous avoir écouté, avoir pu évoquer l'ensemble des éléments avec vous, ça m'a enrichi. Ça me permettra en tout cas d'avoir une vision aussi différente sur le territoire en tant que directrice adjointe de l'ARS de Meurthe-et-Moselle. Et je tenais à vous remercier sincèrement pour votre contribution, pour l'enthousiasme aussi donné tout au long de la journée et votre dévouement à tous envers la santé. Merci à vous. Merci. Merci Madame de Roth. Je propose au directeur général adjoint du CHRU de Nancy, M. Francis Bruno, de conclure. Très bien, merci. Alors Amélie, Madame de Roth, Amélie par ailleurs, parce qu'on travaille quand même régulièrement ensemble, enfin, je suis très content de vous entendre dire qu'enfin on va sortir du primat de la concurrence. Et c'est vrai que c'est un vrai soulagement. C'est un vrai soulagement parce que les approches qui sont celles de la responsabilité populationnelle, de l'éducation thérapeutique, du partenariat de santé, nous amènent à sortir des dimensions concurrentes. Par contre, je rappellerai que cette logique de concurrence, elle est aussi liée à un système de tarification. Donc on a besoin de votre aide aussi pour nous aider à faire évoluer ce système qui est justement un carcan peut-être par rapport à ces démarches qui sont celles de l'avenir. Bon. Alors, donc je suis à titre personnel, et je vous rejoins complètement, très très soulagé qu'on soit sur des logiques qui prônent plutôt la coopération. Il y a un mot qui est revenu aussi souvent, c'est le partage. On est dans une logique de partage. Il faut que l'on partage autour de la table. On a parlé de la table régulièrement. Il faut que l'on partage nos points de vue pour arriver à garantir une prise en compte du patient, une prise en compte du point de vue du patient. Et le patient doit donc être assis à la table avec tous ceux qui concourent à sa prise en charge. L'objectif étant, à terme, de favoriser le maintien en bonne santé de la population. C'est extrêmement important parce que ça nous sort, nous, les hôpitaux, simplement du curatif. On est sur une logique beaucoup plus large et, à mon avis, à terme, beaucoup plus profonde. Alors, sur la coopération, on a connu une très belle période avec le Covid. Ici, sur ce territoire, on a réussi à coopérer pendant le Covid parce qu'on se connaissait déjà avant. Et le Covid nous a permis d'aller beaucoup plus loin. Par contre, il y a un bémol par rapport à la thématique d'aujourd'hui. C'est qu'à mon avis, pendant le Covid, la coopération entre les établissements de santé, la ville, l'ensemble des professionnels de santé, les collectivités territoriales, l'ARS, la DT, etc., la CPAM a été exceptionnelle. Par contre, il y a à mon avis un grand oublié, c'est le patient. Le patient, le résident, si on parle de l'EHPAD. Pendant le Covid, une sorte de primat de l'urgence, ça a été pour nous tous une sidération, et c'est là qu'on voit qu'on a encore du chemin à parcourir ensemble et qu'on n'est pas totalement mûr. Parce que dans cette urgence que l'on a vécue, souvent angoissante, on a, je pense, à certains moments, oublié d'asseoir le patient à la table avec nous. Peut-être que ce n'était pas possible, je ne sais pas, ce n'est pas à moi de trancher, mais néanmoins, là, il y a une introspection collective à faire sur cette dimension. Bon. Alors, le partage, oui, c'est fondamental, et on voit bien aussi qu'il y a un foisonnement extraordinaire d'initiatives, de propositions, d'idées, de dispositifs. Et comme nous l'ont dit ce matin les deux grands témoins qui ont été, derrière leur présentation humoristique et détendue, il y a un moment quand même, ils ont été extrêmement directifs. Et ils vous ont dit méthode, méthode, méthode. Et effectivement, la garantie de notre réussite, c'est d'arriver à encadrer ce foisonnement nécessaire pour encadrer toute cette pluralité d'acteurs, mais dans une méthode. Et puis aussi, ça a été dit dans une des interventions précédentes, je pense aussi que partage entre tous ceux qui sont parties prenantes, mais aussi savoir partager avec les autres. Il faut qu'on se fasse comprendre. Moi, au départ, les premières interventions que j'ai entendues autour de la responsabilité populationnelle ou du partenariat
de santé, alors que je suis plutôt dedans, m'ont paru difficiles à appréhender dans leur finalité, leur effet, leur impact, leur effectivité à la fin. Donc il faut qu'on soit, et je suis tout à fait d'accord, tout à l'heure quelqu'un a dit, il me semble que c'est vous, madame, donc il fallait être très vigilant à ne pas rester sur un jargon trop techno. Ça, c'est extrêmement important. Il y a un véritable enjeu pour cette approche très, très féconde, mais qui, au départ, quand on n'est pas dedans, a un droit... Enfin, il y a un coup d'entrée, à mon avis, dans la logique profonde. Et en plus, comme vous le disiez très bien, Amélie, c'est un changement de paradigme profond. Donc, veillons vraiment à entraîner, à convaincre, à faire partager. Alors nous, de notre côté... Alors, je ne vais pas reprendre, je ne vais pas redire, je ne vais pas faire la conclusion en reprenant tout ce que vous avez fait aujourd'hui, en le redisant beaucoup moins que vous. Vous avez travaillé sur les enjeux de coordination, sur les enjeux de formation, d'accompagnement au changement. Il y a cet outil aussi, il y a tout ce qui tourne autour de la e-santé dont on a besoin. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous avez très bien travaillé là-dessus. Et ce sont des axes de travail pour les prochains mois et les prochaines années, parce que c'est un chantier de longue haleine. Alors pour nous, modestement, à l'échelle du CHU, il y a une dimension territoire. On en a parlé ce matin. Pour le CHRU, le territoire, c'est une question complexe parce qu'il y a une dimension régionale. On est lorrain, voire Grand Est. Bon. Et puis en même temps, on articule toute une série de bassins de population, alors qui sont variables selon le type de pathologie, mais toute une série de bassins de proximité. Et à chaque fois, avec un nouveau foyer, un nouveau bassin d'interlocuteurs locaux. Et donc, on doit articuler toutes ces différentes échelles. Puis il y a des échelles intermédiaires, comme celle du groupement hospitalier de territoire, etc. Donc, et quelque part, c'est passionnant. Enfin, moi, c'est une des parties qui, à titre personnel, m'intéresse le plus, le jeu entre ces différentes échelles. Mais là, vraiment, c'est une... Alors, pour nous, ça a l'avantage de nous donner une vision globale. Il ne faut jamais oublier que quand on arrive à l'échelle du bassin de santé, oui, on a peut-être un petit bagage et des points de repère, mais à chaque fois, les situations sont différentes parce qu'il peut y avoir des contraintes différentes, des particularités différentes, un historique différent. Et il faut toujours jouer avec ça, avec ce que l'on sait déjà et l'adaptation à chaque situation, à sa spécificité. Alors, nous, bien entendu, on va continuer dans cette dynamique de décloisonnement, d'ouverture vers les partenaires, d'intégration au maximum des patients, chaque fois qu'on le pourra. Je crois qu'il y a un vrai enjeu, on est tous d'accord sur le constat. L'enjeu, c'est l'effectivité et c'est la méthode pour arriver à véritablement intégrer les patients comme nous le souhaitons. Alors, ce colloque a été une réussite. Très belle réussite. Je pense que vous repartez tous. Alors, vous n'aviez pas besoin d'être dynamisé, mais on sait très bien que ces réunions, c'est quand même, ça redonne encore un boost supplémentaire, ça donne des idées supplémentaires, des exemples, c'est extrêmement fécond. C'est nécessaire dans notre pratique de marquer par des jalons de ce type. Donc, bien entendu, nous nous engageons à recommencer pour un troisième colloque international. Et puis je voudrais aussi remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé, les intervenants, nos grands témoins. Mais je voudrais aussi remercier toute l'équipe dans sa diversité qui a rendu possible par son travail, par sa coopération, ce colloque, qui nous a permis de nous réunir avec des intervenants nancéens, lorrains, français, étrangers, ce qui a permis ce brassage d'idées, d'expériences qui est, à mon avis, capital. Et puis, merci aussi à nos soutiens, l'ARS, les collectivités territoriales, dont la métropole, le département, qui sont des partenaires très solides avec lesquels nous travaillons régulièrement. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon retour. Et puis, à très bientôt. Voilà. Au revoir et merci. Merci madame, merci messieurs, merci à tous. Je crois que monsieur le directeur général adjoint a tout dit. À l'année prochaine et bon retour chez vous. Au revoir.